Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, depuis les goûters philo, c'était il y a plus de 20 ans, une poignée de philosophes entreprennent d'initier les enfants et les ados à la philo bien avant qu'ils la croisent à l'école. C'est le cas de Chiara Pastorini, elle est l'invitée du Grand Oral pour un nouveau livre. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu anniversaire et programme d'histoire, c'est un 9 octobre qu'est exécutée une figure mythique des mouvements révolutionnaires de l'après-guerre, El Che, Ernesto Guevara, de son vrai nom. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, zoom sur le P de JOP, Jeux Olympiques et Paralympiques. La billetterie des Paralympiques ouvre aujourd'hui. On va tout vous dire. Rendez-vous enfin avec le cours particulier de Marie-Olivier, portrait de pédagogue aujourd'hui. Elle est italienne comme notre invitée et on la cite très souvent ici, Maria Montessori. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Puisque de toute façon, vos enfants vont vous dire non, quelle qu'en soit la raison, eh bien, offrez-leur pour cela Les vrais sages disent non. Ça leur donnera des raisons de dire non. 45 philosophes qui nous invitent à lutter contre les préjugés, les dogmes et les idées reçues. C'est une bande dessinée publiée par Nathan, dessinée par Perceval Barrier et dont nous avons la joie de retrouver aujourd'hui l'autrice qu'on avait déjà accueillie dans la quotidienne pour ses ateliers philo. Chiara Pastorini, bonjour. Bonjour. Deuxième opus d'une série, puisque là, ce sont les philosophes, les vrais sages disent non. Les vrais sages sont aussi des rebelles. Exactement. Ça, c'était le premier volume. D'où ma première question. Est-ce que l'essence de la philo, c'est de remettre en question l'ordre établi ? Oui, je pense qu'une des fonctions principales de la philosophie, c'est de proposer une vision alternative du monde, de proposer un point de vue différent qui nous permet de nous remettre en question, donc de remettre en question nos certitudes, nos préjugés, donc d'élaborer après une sagesse personnelle. Si je pense à l'histoire de la philosophie, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup d'exemples. Les cyniques avec Diogène qui prônaient une vie contre toute convention sociale. On va en parler tout à l'heure, des cyniques et de Diogène. Mais c'est vrai tous, quasiment. À un moment, ils veulent qu'on fasse autrement. Ils disent le monde ne tourne pas rond comme il est. Montaigne, avec sa vision des animaux qui est très moderne pour l'époque, les animaux comme les égaux des humains, ou encore la vision de l'enfant chez Rousseau. Enfant, c'est un mot qui vient du latin, infans, et qui signifie dépourvu de parole. Donc la vision de Rousseau de l'enfant comme d'un être curieux et qui doit être acteur de son apprentissage est tout à fait contre-courant pour son époque. Pour l'époque, Rousseau dont on parle régulièrement ici, notamment pour son traité l'Émile ou de l'éducation. Chaque chapitre du livre fonctionne à peu près de la même façon. C'était pareil pour le premier volume d'ailleurs. Oui. On a à la fois une petite bio du philosophe ou un point sur la notion quand on rentre par une notion, une mini-histoire en BD, souvent assez drôle, et puis alors à la fin, quasiment toujours des règles de vie. Je l'ai ouvert au hasard, je tombe sur 4 règles pour te guider dans la recherche du bien et d'une connaissance vraie, et donc là on tire 4 règles qui sont issues des... c'est Platon, Socrate et Platon, Donc c'est important pour vous de relier la philo à la vie ? Oui, c'est-à-dire que l'idée de ces deux ouvrages, c'est vraiment de rendre accessible la vie et la pensée des philosophes à des enfants à partir de 8-9 ans, mais aussi de relier cette pensée à notre quotidien. Donc ces règles permettent de faire lien entre une pensée qui souvent peut apparaître abstraite, mais qui en réalité fait écho avec un questionnement enfantin qui surgit très tôt. Donc ces règles permettent de voir comment on peut appliquer la philosophie au quotidien et permettre à l'enfant de prendre conscience du fait qu'il n'est pas le seul à se poser ces questions. L'enfant qui est un métaphysicien spontané, écrit un autre philosophe, Charles Pépin, ça c'est dans la préface du premier, de Les vrais sages sont des rebelles. Oui, justement, l'enfant, dès que le langage se met en place de façon plus complexe, à partir de 3-4 ans, il commence à se poser très spontanément des questions métaphysiques et plus en général des questions philosophiques sur soi, sur la relation aux autres, sur le monde. Donc il arrive dans ce monde, il s'étonne, il s'émerveille, et ça, nous le disent déjà Platon et Aristote, c'est la première étape pour ensuite se questionner. Donc il faut profiter de cette curiosité naturelle des enfants pour les accompagner dans cette réflexion. Et donc, dans cet ouvrage, on peut trouver des éléments de réponse aussi à ces questionnements, différents éléments de réponse, pour que la parole du philosophe ne censure pas, évidemment, la pensée de l'enfant, mais au contraire, puisse l'aider à élaborer quelque sa chose de son propre côté. réponse, l'amener à penser par lui-même.
Ça se gâte un peu à l'adolescence, en revanche. Le conformisme prend le dessus et on a un peu plus de mal à penser out of the box, comme on dit en français. L'adolescence, bien sûr, hein, c'est toujours une période délicate où on se construit, où on doit se faire confiance, où les autres sont très importants aussi, justement, pour se construire. Donc, effectivement, on peut tomber un petit peu dans le conformisme. C'est pour ça qu'il faut commencer très tôt, dès le plus jeune âge, je dirais de la maternelle, à faire de la philo avec les enfants pour leur donner les outils afin qu'ils puissent se construire comme sujet de pensée, de réflexion. Et après, on peut aussi lire votre livre à tout âge, et notamment pour déconstruire des définitions qu'on croit connaître. Par exemple, le cynisme. Vous le citiez tout à l'heure en parlant de Diogène dans son tonneau. Le cynisme des philosophes de l'Antiquité, c'est pas le cynisme dont on parle aujourd'hui. Non, bien sûr. Hein, quand on parle de cynique, hein, on fait référence à quelqu'un. On ne va pas donner de nom. On ne parle pas de politique aujourd'hui. D'accord. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un effronté, insolent, sans pitié. Donc, le cynisme ancien, quand on parle de cynisme ancien, on fait référence bien sûr à la figure de Diogène. Donc, on est à peu près à l'époque de Socrate, entre 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Et les cyniques prônaient une vie contre toute forme de convention, de règles sociales. Alors, cynique, le mot vient de kunos, en grec, signifie chien. Et d'ailleurs, Diogène était appelé l'homme-chien. Pourquoi ? Parce que les animaux devaient être pris un exemple pour mener une vie libre. Hein. Libre de quoi ? Libre, on l'a dit, de toute convention sociale, mais libre aussi des biens matériels. Et ça, c'est l'image de Diogène dans son tonneau. Voilà, il dormait dans un tonneau. Qui dit à Alexandre, le grand empereur, qui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Il dit « Ôte-toi de mon soleil. » On dit qu'il est mort en mangeant des os de chien aussi, des os de chien. Alors, il y a beaucoup de légendes, d'anecdotes autour de la mort de Diogène. Mais dont celle-ci. En essayant de voler un os à un chien ou bien en mangeant un poulpe, on ne sait pas. On ne sait pas. Les vrais sages disent non, c'est le nouveau livre de Chiara Pastorini. Non, mais pas du tout. Je prends l'ancien. Merci, Cécile. C'est celui-là, les vrais sages qui disent non. Mais celui-là est super aussi. C'est les vrais sages qui sont des rebelles. On vous retrouve juste après l'Anti-Sèche, Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. Merci pour le coup de main et pour l'attention. C'est un 9 octobre en 1967 que le révolutionnaire Che Guevara a été exécuté par l'armée bolivienne. Il a 39 ans à l'époque et cela, vous nous le racontez dans cet Anti-Sèche, l'histoire de cet Argentin qui au début se rêvait rugbyman professionnel. Oui, mais c'est évidemment pas pour ses exploits sportifs qu'on le connaît, évidemment. On le sait bien. Celui qu'on surnommait le Che est connu pour être le dirigeant de la révolution cubaine et pour avoir renversé en 1959 aux côtés de Fidel Castro le dictateur Batista. Alors rugby, mais surtout médecine. Il commence par faire des études de médecine. Oui, qui ne lui ont pas beaucoup servi, je dois dire. Non, au départ, en fait, il se destinait pas à ce destin-là de leader politique. Il commence à s'intéresser à beaucoup de sujets, ceci dit, à la philosophie, les mathématiques, la sociologie, l'ingénierie. Et quand même, on ressent quand même les sciences politiques l'intéressent également. Et puis, Che Guevara, il est sujet au chrisme d'asthme. Donc, il est souvent alité. Et il va, pendant ces moments où il est alité, s'intéresser à la littérature, à la poésie, à la photographie. Et en 1948, il commence ses études de médecine à Buenos Aires. Il a alors 20 ans. À la fin de ses études, il part à la découverte de l'Amérique latine et c'est au cours de ce voyage, tout jeune, qu'il fait la connaissance d'un certain Fidel Castro à Cuba. Et en fait, son destin va complètement changer avec cette rencontre avec Fidel Castro au Mexique en 1955. Et il décide de rejoindre Castro dans sa lutte contre Batista, le dictateur cubain. Et on vient de le dire, il dit parvient en 1959. Et là, le Che montre un visage plutôt violent de sa personnalité. On lui attribue des assassinats nombreux. Oui, beaucoup. Il est prêt à tout. Alors, dès son arrivée au pouvoir, il va créer des camps de travail forcé. Il va également diriger la prison de Cabana. Il va être surnommé le Petit Boucher à juste titre parce qu'il va mettre en place un tribunal très révolutionnaire à l'origine de nombreuses exécutions. Ses détracteurs, ses opposants vont l'accuser clairement de terrorisme. Et le Che se défend aux Nations Unies. Nous sommes en 1964 en disant « Nous avons fusillé, nous fusillons et nous continuerons à fusiller autant qu'il le faudra. » Voilà, se défend avec quelques guillemets tout de même. L'histoire ne s'arrête pas là. Il ambitionne d'exporter le communisme partout dans le monde. Ce qui d'ailleurs tombe bien parce que les Cubains, à un moment donné, ne veulent plus trop de lui. C'est un peu ça. Ouais. Il va voir ailleurs s'il n'y est pas. Il part en 65 en incognito, prêter main forte à la rébellion congolaise menée par Laurent Désiré Kabila et le marxiste Pierre Moulélé. Ça va être la débâcle. Il a presque failli perdre la vie là-bas. Après, il part en Asie pour la même idée, toujours avec cette idée de répandre l'idéologie communiste. Et pour finir en Bolivie.
Et pour finir en Bolivie, parce que la Bolivie, pourquoi? Parce que pour lui, il disait que c'était un peu central et que ça pouvait faire émerger cette idée un peu partout en Amérique du Sud. Donc il rassemble des combattants, il crée l'armée de libération nationale de Bolivie, une guérilla marxiste-léniniste contre le général Ortuño. Et finalement, il sera pris par les militaires et exécuté, on l'a dit, le 9 octobre 1967. On dira par la suite que c'est la CIA qui est responsable de sa mort. Bon bref, c'est encore un débat. Et s'il meurt en 67, ce n'est que 28 ans plus tard qu'on va accepter qu'on retrouve ses restes qui vont être retrouvés à Valagrande et rapatriés à Cuba, où il repose désormais. Et le Che qui, après sa mort, va bénéficier d'une influence absolument considérable. On fait même des t-shirts. Alors d'abord, il va inspirer beaucoup. Casquettes. Oui, le avant ça. merchandising. Oui, ça, il va apprécier. Un an après sa mort, donc les milliers de manifestants américains contre la guerre du Vietnam vont l'afficher sur ces t-shirts. En France, en mai 68, les étudiants vont crier « Oh, 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 Chi Minh et Che Guevara », pardon, excusez-moi. Et l'Amérique du Sud aussi, il y a eu beaucoup de guérillas qui vont ressembler un petit peu à ce qu'a essayé de faire le Che. Et oui, comme vous le disiez, des t-shirts. Il inspire beaucoup aujourd'hui encore. Il y a des documentaires. Oui, il y a eu un film sorti en 2004 qui s'appelle, que je vous conseille fortement, qui s'appelle Carnet de voyage de Walter Salles. Et puis il y a aussi le Times Magazine qui l'avait placé parmi les 100 personnalités qui ont fait le XXe siècle, et pour cause. Et son nom est vraiment devenu synonyme de révolution, de rébellion d'ailleurs, Chiara Pastorini. Tout le monde s'en empare, tout le monde se l'attribue. Il a toutes les sauces, notamment là, le truc le plus bizarre, c'est en 2003, il a été même l'emblème d'une banque luxembourgeoise avec le slogan. Oui, comme vous dites, il aurait adoré. Ouais, il aurait adoré, combattons les idées reçues. Évidemment, des t-shirts, on le sait. Il a vendu des bières, des glaces, des assurances, des abonnements Internet. Voilà, ça sert à tout le Che. Merci. Pourquoi le Che d'ailleurs, El Che? Alors le Che, parce que c'est une interjection utilisée pour appeler quelqu'un, et Che Guevara avait l'habitude de l'appeler ses compagnons de route comme ça, et finalement c'est lui et Che Emmanuel. Ah, Che Cécile, Che Chiara. Ok, Che, à tout de suite. Che les gens, on va se retrouver maintenant au Grand Oral. Les éditions Nathan publient Les Vrais Sages disent non. Ils le recommandent plutôt aux 9 à 99 ans. Et ça, je valide, puisque par sa forme, c'est plutôt un livre pour enfants et pour ados. Mais croyez-moi, il y a suffisamment de niveau de lecture pour en faire un vrai livre familial qui ouvrira aussi vers de très belles conversations sur l'actualité. Vous l'avez un petit peu mentionné en début d'émission d'ailleurs, mais il y a une préscience assez étonnante des philosophes, quasiment à toutes les époques, pour parler de sujets qui sont des sujets qui font l'actualité. Alors vous parliez de Montaigne et les animaux, pour dire Thoreau et la nature. Oui, bien sûr. La nature en particulier, c'est un sujet qui est présent depuis les origines de la philosophie. Si on pense au présocratique, on a envie de savoir quelle est l'essence première de la nature. Il y en a qui la trouvent dans l'eau, d'autres dans le feu, etc. C'est un sujet qui traverse l'histoire de la pensée. Pour parler de Thoreau, donc on arrive à une époque bien sûr plus contemporaine. Alors Thoreau, c'était l'élève de Emerson, considéré comme le vrai premier philosophe américain, et ami aussi, les deux étaient amis, les deux prônaient un retour de la vie à la nature. Donc ils avaient, disons, un petit peu en littéram, une vision assez écologique en fait à proposer. Un peu les collapsologues vivent tous appris par cœur lors de Thoreau. Thoreau d'ailleurs qui s'est construit par ses mains une cabane dans les bois. Il vivait dans la forêt, je veux dire. Dans la forêt, il y avait un lac à côté, il buvait apparemment l'eau du lac et l'offrait aussi à ses invités. Il s'habillait de façon assez sobre et voilà, il considérait que le contact avec la nature c'était fondamental pour retrouver confiance en soi, confiance dans les autres, donc avoir des relations aussi de confiance permettait d'atteindre la liberté. Absolument, donc, plein de choses qu'on dit aujourd'hui, qu'on dit aussi à propos de l'éducation quand on parle des écoles dans la forêt ou des choses comme ça. Tout à fait. Les atomes, ça je trouve ça absolument extraordinaire à chaque fois. C'est Lucrèce au 1er siècle. Alors oui, même si... Entre autres, qui commence à avoir cette idée que la matière se... Le concept d'atome est présent d'abord chez Démocrite. On est vraiment chez les présocratiques. Donc c'est encore avant, voilà. C'est encore avant, c'est 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et après, on le retrouve chez les épicuriens. Et donc chez Lucrèce, 1er siècle, il écrit un ouvrage qui s'appelle De Rerum Natura, de la nature des choses, où il explique que toute chose est faite d'atomes. Donc ces unités indivisibles qui constituent aussi bien les choses du monde qui nous entoure, notre corps et aussi notre âme.
c'est ça qui est très intéressant aussi, parce que notre âme aussi est constituée d'atomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à notre mort, elle va se dissoudre et disparaître. Et les atomes qui normalement sont en chute libre éternelle, au bout d'un moment, ils subissent comme une déviation, un clean amen, qui fait qu'ils s'entrechoquent, et c'est à partir de là qu'ils s'agrègent, qu'ils s'assemblent pour former les corps. Étant donné qu'il y a une infinité de combinaisons possibles entre les atomes, bien sûr, Lucrèce admet déjà une infinité de mondes possibles. Idée qui, par ailleurs, sera reprise par Leibniz. Et il faut des siècles de recherche scientifique pour valider par l'expérience, par l'observation scientifique, le génie de ces intuitions. Exactement. Il y a des intuitions qui traversent l'histoire de la pensée et qui ensuite on retrouve dans des théories scientifiques, dans des hypothèses scientifiques. On parlait de Leibniz avec les monades, Ouais, par exemple. les monades. Aussi. Extraordinaire. Il y a un petit dessin d'ailleurs de Leibniz et de ses monades. Je ne me trompe encore de bouquin. C'est un peu le même concept de atome, au sens que c'est des unités constitutives du monde. En réalité, alors, Leibniz considère différents types de monades. Il les classe par ordre de perfection. Donc, il y a des monades assez simples qui constituent le monde des minéraux et des végétaux. Puis, il y a les monades des animaux, les monades qui constituent les êtres humains, les anges. Et ensuite, bien sûr, au sommet, il y a la monade des dieux, qui est la monade la plus parfaite. Elle est, mais non, je mets ce truc, elle est là. Exactement, la pyramide des monades. Et là, c'est c'est nous, c'est les fleurs, c'est les végétaux. C'est tout ce qui Enfin, on a bien cette idée de... est dans le monde. Et ces monades-là ne communiquent pas entre elles, mais ils vivent dans une harmonie préétablie par qui? Évidemment, par Dieu. Et ces monades, bien sûr, admettent l'existence de plusieurs mondes possibles. Encore, on arrive à la même conclusion de Lucrèce. Je vous demanderai juste après la récré, parce que là on est sur des philosophes anciens qui racontent le monde d'aujourd'hui. Vous avez quand même fait quelques chapitres sur les idées d'aujourd'hui et sur quelles sont les pensées, justement, celles et ceux qui disent non aujourd'hui. Il y a les études de genre, et, notamment, mais aussi ce qui a trait à l'éthique du Caire. Mais si vous le voulez bien, on prend une petite récré. Bien sûr. Cécile Fournier. Si vous êtes attentif, désormais on dit bien les JOP et non pas juste les JO, les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est très important. Jeux Paralympiques qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre 2024. Et la billetterie ouvre aujourd'hui, Cécile. Il faut se dépêcher, il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y a 2,8 millions de tickets qui sont en vente, dont 500 000 qui seront proposés à partir de 15 €. Le site, c'est ticket.paris2024.org. D'accord, vous nous faites une vraie chronique où on peut aller cliquer le jour venu, parce que pour les vrais JO, c'était l'enfer. C'était un peu l'enfer. Normalement, ça devrait mieux se passer. Pourquoi c'était l'enfer? Parce qu'il y avait un tirage au sort et que les gens qui avaient été tirés au sort n'avaient quand même pas pu prendre de billets. C'était ça le problème. Ensuite, les prix ont été jugés extrêmement exorbitants, on s'en rappelle. Et voilà. Et puis, il y avait aussi des billets qui ne correspondaient pas aux dates des matchs, en fait. Bref, ça n'allait pas du tout. Pas du tout. Si on revient à nos Jeux Paralympiques, 549 épreuves. Oui, alors c'est des chiffres, 22 sports, Ouais. 23 disciplines, 4400 athlètes venus de 173 pays tout de même. Parmi les sports des Jeux Paralympiques, il y en a qu'on connaît assez bien, le rugby fauteuil, le volleyball assis. Il y en a qu'on connaît moins bien, qu'on va découvrir à cette occasion. Peut-être parce qu'en fait, il n'y a pas d'équivalent dans les Jeux Olympiques. Je pense au goalball notamment. C'est un sport pratiqué par les malvoyants et les non-voyants. On voit aussi quelques images qui nous ont été fournies par la Fédération française handisport. Donc le goalball se joue entre deux équipes de 3 joueurs sur un terrain de la dimension de celui du volleyball. L'équipe attaquante fait rouler avec force un ballon rempli de grelots au sol vers le but adverse, défendu par 3 adversaires dans le but de marquer. Et puis il y a aussi un autre sport qui s'appelle la boccia, qui aussi n'a pas d'équivalent. Alors pour faire simple, c'est surtout des personnes en situation de handicap mental qui le pratiquent. Ça se joue à l'intérieur et ça ressemble un petit peu à la pétanque, ça se joue avec des balles en cuir. Super. Voilà, ça vous saurez moins des choses. Séquence cocorico, parce que quand on parle de sport, on a le droit de s'engager. C'est un rare truc dans le journalisme. Les chances de la France. Oui, on a pas mal de chances de bétail, il faut le savoir. Alors, je vais citer quelques noms qu'on ne connaît pas toujours très bien, parce qu'ils souffrent un petit peu de notoriété, tous ces gens-là. C'est Alexis Anquincan, qui est quand même médaillé d'or à Tokyo en 2021. En quoi? En paratriathlon? En paratriathlon, merci. En paracyclisme, il y a Heidi Gauguin, qui, elle a été championne du monde de poursuite individuelle sur piste à seulement 18 ans. On a aussi Alexis Portal en paranatation, Fabien Lamiro en paratennis de table ou encore Nélia Barbosa en paracanoë.
Merci beaucoup. Je vous en prie. On en reparlera, on les encouragera. Vous pouvez donc prendre vos billets ticket.paris2024.org pour aller encourager tous ces athlètes absolument extraordinaires à partir du 28 août et jusqu'au 8 septembre 2024. Fin de la récré, retour du grand oral, Chiara Pastorini. Les vrais sages disent non, 45 philosophes qui nous invitent à lutter contre les préjugés, les dogmes et les idées reçues. Le livre vient de sortir et après le succès de Les vrais sages sont des rebelles, ce sont aussi, Chiara Pastorini, des livres de culture générale. On croise plein de choses, et notamment des choses dont on parle régulièrement sur cette antenne. La naissance du lycée, par exemple. Oui, bien sûr. Ça, c'est Aristote. Ça, c'est Aristote. Avant, il y a eu la naissance de l'académie. Et ça, c'est Platon. Ouais. Donc, on est au IVe siècle avant Jésus-Christ et la naissance de ces institutions vise à former une classe d'élite d'hommes, il faut le rappeler quand même, pour qu'ils puissent après s'occuper de la chose publique, donc intervenir dans la vie politique de la ville. Et on y prend la philosophie, notamment pour les plus doués, mais aussi les mathématiques, l'astronomie, la cosmologie. Disons que ça s'apparente beaucoup de la conception aussi moderne de l'université. Il n'y a pas seulement des cours magistraux, mais aussi des laboratoires, des séminaires. Les élèves ont à disposition du matériel. Et ça occupe beaucoup de place d'ailleurs. Si vous avez la chance, j'ai pu le faire, de visiter les ruines d'Olympie, le lycée, ça occupe une place significative. Bien sûr, il y avait un jardin extérieur, il y avait une galerie couverte. Les lieux d'éducation ont une place centrale dans la cité. Bien sûr, parce qu'ils organisaient aussi des banquets. Donc, et on l'a dit, les femmes étaient exclues quand même de ces lieux. Les femmes, d'ailleurs, on n'en croise pas tant que ça dans le livre. Pourtant, voilà, c'est-à-dire que surtout dans l'Antiquité, il faut attendre vraiment la philosophie contemporaine pour lire la pensée des femmes. Il y a Hipparchie quand même, alors ça c'est les cyniques. Alors ça c'est les cyniques, Hipparchie tout à fait. Donc Hipparchie effectivement c'était une fille issue de l'aristocratie, d'une famille noble qui a tout quitté pour embrasser la philosophie cynique. Donc, encore une fois, cette vie qui de dénuement, de frugalité, on va dire. De frugalité contre toute norme sociale. Hypatie d'Alexandrie. Hypatie d'Alexandrie, bien sûr. Alors bien sûr, ouais. Cécile, Hypatie d'Alexandrie. Vous ne la connaissez pas? Bien sûr. Ces gens-là, mais moi, je ne connais pas non plus. C'était une des exceptions de femmes qui s'est formée à la fois à la science et à la philosophie. Donc, elle a appris les mathématiques par son père. On est en Égypte, à Alexandrie justement, et elle était allée en Grèce pour apprendre aussi la philosophie, et puis rentrée dans son pays, elle donnait des cours, et elle donnait des cours à tout le monde. Elle était païenne, donc pas croyante, mais elle ne refusait pas de donner aussi des cours aux premiers religieux, aux premiers chrétiens. Hypatie reste un symbole d'ouverture, de tolérance, de liberté d'expression. Chiara Pastorini, vous attaquez soit par les chapitres par des thèmes ou par des grands noms ou par des textes. Et en l'occurrence, un des tout premiers qu'on retrouve, c'est la Bhagavad Gita, dont vous dites qu'elle est une source d'inspiration notamment pour Schopenhauer et pour Gandhi, les origines de la non-violence. Vous l'avez mis au tout début du bouquin. C'est quoi ce texte? Oui, parce qu'il est à la fois hyper important et quand même très peu connu sous nos latitudes. Très peu connu en France, mais en Occident en général. Et pourtant, c'est peut-être le texte indien le plus traduit au monde. C'est le chant du bienheureux. C'est une ode au dieu Krishna. Et l'idée dans ce texte, c'est de atteindre la tranquillité de l'âme, et donc par le yoga, par le renoncement, par toute une série de pratiques de renoncement aussi, atteindre ce qu'au fond est une idée aussi qui traverse notre histoire de la philosophie, qui est le bonheur. Eh oui, c'est ça. Le renoncement, voie de la sagesse, on le retrouve dans plein de philosophes quand même. Vous dites qu'ils disent non et que c'est des rebelles, mais enfin ils disent quand même surtout calmez-vous, on ne comprendra pas tout, essayez d'être heureux aujourd'hui, là maintenant. C'est pas tous des rebelles au sens de la révolution. Alors, on cherche la sagesse intérieure quand même. On cherche la sagesse intérieure, on cherche une réflexion qui puisse remettre en cause pour dire et affirmer ensuite un oui à la vie, en fait, et donc à la joie de la vie. Chiara Pastorini, Les vrais sages disent non, ça vient de sortir, Les vrais sages sont des rebelles, c'était déjà sorti. Vous restez avec nous parce qu'on va parler d'une pédagogue italienne que vous connaissez forcément, Maria Montessori. Si ça ne vous ennuie pas, il en est question dans votre bouquin, on fera un petit écho. Cécile, merci beaucoup. Marie-Olivier, cours particulier.
Cours particulier avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Avec vous, on découvre ou on redécouvre des pédagogies alternatives dans le monde entier ou des pédagogues tout à fait remarquables aujourd'hui. Retour aux basiques, aux fondamentaux, Maria Montessori. Retour aux sources, effectivement, on en a déjà parlé il y a très longtemps. Maria Montessori, on va parler du mouvement, mais surtout de son inspiratrice aujourd'hui, faire un portrait de Maria. On prend un peu son histoire. Oui, Italie, 1870. Exactement, elle est en 1870 et elle meurt en 1950. C'est une enfant unique, Maria, et sa curiosité est attisée par sa maman, qui est une femme très cultivée, passionnée de théâtre et qui pousse Maria à croire en elle. Son père, lui, est plus exigeant et il ne veut pas que Maria entreprenne des études de médecine, ce qui est alors réservé plutôt aux hommes, mais Maria lui tient tête, elle a déjà du caractère et elle le fait quand même et elle devient l'une des premières femmes médecins en Italie, la 3e. Avec une soif inextinguible de savoir, puisqu'elle ne se contente pas d'étudier la médecine. Vous avez raison, elle aime les études et s'intéresse aussi à la philosophie, à la psychologie et elle donne aussi des cours et fait preuve de ses talents oratoires. C'est une femme charismatique, mais dont les idées ne font pas l'unanimité. Il lui arrive parfois d'être huée en amphi, mais elle avance, elle propose vraiment un nouveau rapport au monde, convaincue qu'elle est sur Terre pour remplir une mission qui la dépasse, convaincue aussi que la médecine peut avoir un rôle social important. Point très important, elle commence sa carrière dans une clinique psychiatrique et elle va s'intéresser très tôt au développement des enfants dits atypiques. Exactement, ce sont des enfants internés car ils sont, je cite, à l'époque on disait attardés mentaux. La directrice de l'établissement la prévient, les enfants agissent comme des fous, c'est ce qu'elle dit, hein. À peine le repas terminé, ils se jettent par terre et se comportent comme des animaux. C'est ce que la directrice dit. En fait, Maria les observe, elle prend beaucoup de notes et c'est à ce moment-là qu'elle a un déclic. Elle se dit, mais en fait, ces enfants, ils se jettent sur les miettes de pain après les repas, mais c'est pas parce qu'ils sont fous, c'est parce qu'ils les malaxent pour jouer avec, ils ont rien pour jouer, donc en fait ils s'appuient sur ces miettes. Voilà, donc elle propose, grâce à ça, elle se dit qu'en fait ils n'ont aucune activité et que c'est la seule chose sur laquelle ils se reposent, donc elle montre que c'est pas un problème qui est d'ordre médical mais pédagogique et que ces enfants doivent développer de nombreuses facultés. Et on va retrouver ça dans sa pédagogie, hein, d'ailleurs, le fait de fabriquer des choses, de faire le travail manuel, qu'on va aussi s'effréner plus tard. Mais Oui, alors on ne peut pas vraiment parler de pédagogie Montessori. Hein. Maria Montessori ne souhaitait pas que ce soit une pédagogie qui n'ait pas de recettes toutes faites, mais plutôt des grands principes. Et en effet, les enfants ont besoin de faire quelque chose de leurs mains pour développer leur intelligence. Donc s'ils ne sont pas stimulés, ils ne peuvent pas évoluer. Montessori qui observe 6 périodes d'évolution chez l'enfant qu'elle qualifie de périodes sensibles. Les périodes sensibles, donc la première c'est le langage. L'adolescence et l'adolescence. C'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Le langage, apprendre à parler, le mouvement, apprendre à marcher, l'ordre, apprendre des routines, le développement social, apprendre à interagir avec soi et avec les autres, l'expérience sensorielle, apprendre à interagir avec son environnement, et enfin les petits objets, ça c'est apprendre à distinguer les détails. C'est d'ailleurs en fonction de ces périodes que le matériel pédagogique est conçu. Oui, tout à fait. C'est très important, le matériel dans l'approche Montessori. C'est vraiment pensé et ces objets sont spécifiques et dépendent vraiment des progrès de l'enfant en fonction des périodes. Le progrès et l'enfant qui peut comprendre lui-même ses erreurs en utilisant ces objets. À tel point qu'on en met un peu partout maintenant. Il n'y a pas que du Montessori dans les boutiques de pédagogie. On exactement. C'est très à la mode, mais de manière plus basique, Montessori a aussi une influence, par exemple, sur le matériel qui est utilisé dans les écoles maternelles. Et le mobilier, c'est ça. C'est-à-dire que les tables, etc., qui sont à hauteur des enfants dans les écoles maternelles, ça vient de Montessori. Et elle a aussi une influence sur le système scolaire traditionnel, plutôt dans les formats pédagogiques. Et ce dès son vivant, on n'a pas attendu sa mort. Non, c'est ça, ouais. C'est une femme qui a marqué son époque par ses découvertes et sa ténacité. Donc pour elle, la pédagogie de l'éducation doit transformer les enfants. Elle expérimente ses méthodes avec les enfants pauvres du quartier de San Lorenzo à Rome. Et ces techniques fonctionnent sur le terrain. Beaucoup de pédagogues sont intéressés d'ailleurs dès le début par ces méthodes, et elle décide de sortir un livre qui s'appelle La pédagogie scientifique et qui rencontre un grand succès dans le monde entier puisque 5000 exemplaires sont vendus en 5 jours et il est traduit en anglais. Et elle forme des enseignants aussi du monde entier à des méthodes en donnant des conférences partout. Elle va aux États-Unis notamment, plusieurs conférences. C'est une star là-bas. 1921, elle devient membre de la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle avec plein d'autres grands pédagogues de l'époque. Mussolini arrive au pouvoir en Italie et là c'est la tâche, c'est la partie sombre de l'histoire de Montessori. Oui, elle ne s'oppose pas fermement au régime, donc ça fera scandale et elle quitte quand
même définitivement l'Italie en 1933, car le fascisme finit par lui rendre la vie impossible. Mais au début, elle vient un peu crue. Elle a cru qu'on Voilà, c'est ça. Il y a y une arriver. période un peu de flou, Ouais. donc ça a fait scandale. Et elle part vivre ensuite quelques années en Inde, pays avec laquelle elle a des affinités spirituelles. Et d'ailleurs, elle approfondit sa vision de l'enfant là-bas avec la pensée orientale. Gandhi aura même parrainé le cours Montessori là-bas. Des principes qui sont très en vogue. En 2 mots, on les rappelle, hein, pour avoir le temps d'entendre Chiara Pastorini. Ouais. Le premier, c'est que l'enfant est considéré comme un être à part entière et non un être en devenir. Et le deuxième, c'est que l'enfant est curieux, c'est une éponge, un esprit absorbant. Et on trouve du Montessori. Oui. Quand vous parlez de John Dewey, vous par exemple. Bah oui, bien dont sûr. vous nous aviez parlé d'ailleurs. Oui, tout à fait. Dewey, avec Montessori, est considéré comme un des novateurs, des fondateurs de pédagogie active. Pédagogie active, pourquoi? Parce que l'enfant est acteur de son Voilà, il n'est pas passif. Bien Ce sûr. n'est pas le vase qu'on On remplit. remplit, mais c'est une source qu'on fait jaillir. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Chiara merci Marie évidemment. Olivier, Chiara Pastorini qui avec Perceval Barrier, je redonne son nom parce que le dessinateur il est formidable. Les vrais sages disent non, ça vient de sortir. Les vrais sages sont des rebelles. C'était déjà sorti. Le tout aux éditions Nathan, bande dessinée. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Au maquillage, Laure Audemont et Colline Hamel. Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée aujourd'hui par Emma Frary en régie. Thibaut Goury-Lafont pour le son, Angèle Jean Girard pour la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.